Merci Pierre. Merci de l'introduction. Tu as déjà tout dit, donc je peux raccourcir un peu mon exposé. Merci à la Société française des architectes qui m'a invité, notamment dans la personne de Karine Basbous et de Clarisse Janton pour la logistique et l'administration. Donc, comme on l'a vu hier et comme on le sait tous, depuis l'été 2022, tout le monde parle de Generative AI ou intelligence artificielle générative. Premièrement, parce que personne ne l'avait vu venir, avec quelques exceptions. Mais pas moi. Alors, lorsque l'intelligence artificielle générative est arrivée, ce fut une surprise. Deuxièmement, parce que certains la trouvent prometteuse, beaucoup la trouvent effrayante, et peu importe que pour le moment, ce que l'intelligence artificielle générative peut faire pratiquement équivaut à presque rien. Mais au-delà de tout cela, il y a autre chose. Il y a un autre phénomène étrange, sournois, bizarre, qui s'est produit inaperçu du grand public, volant pour ainsi dire sous les radars. L'intelligence artificielle générative semble également raviver, voire ressusciter, de très anciennes théories de l'art que nous pensions avoir éliminées avec succès de l'art et du design contemporain pour de bonnes raisons. C'est mon sujet aujourd'hui. Comme c'est une histoire qui a commencé il y a longtemps, laissez-moi commencer par les débuts, donc par les anciens, avec un majuscule, par quoi nous entendons les anciens européens, ou pour être précis, les anciens méditerranéens. Or, les anciens de l'Antiquité classique n'avaient pas de théorie sur ce que nous appelons aujourd'hui les beaux-arts. Là où les modernes ont formulé des grands principes esthétiques sur les modes et les fonctions de l'imitation en peinture, sculpture et architecture, les anciens n'avaient que quelques contes plus ou moins fantaisistes, autrement dit des anecdotes, des mythes, des topoïdes, des paraboles, racontant comme certains artisans, à certaines occasions, parvenaient à fabriquer des choses qui paraissaient naturelles, c'est-à-dire qui semblaient vraies, faites par la nature. Imitation de la nature, mimésis. Vous voyez aussi à l'écran mes sources. Exemple. Les peintres les plus célèbres de l'Antiquité classique, or il s'appelait, mais son nom est difficile à prononcer dans toutes les langues modernes, en grec et en italien, c'est Zeuxis. Mais le phonème EU est un peu compliqué parce que Zeuxis, ça voudrait dire Zeuxis en français, Zeuxis en allemand et Zeuxis en anglais. Mais c'est toujours lui. Donc, le célèbre Zeuxis, un jour, avait peint des raisins si réalistes que des oiseaux sont venus les picorer, comme vous voyez dans ces représentations du XIXe siècle. Et Apelle, qui est plus facile à prononcer, avait peint un cheval si parfait que son image avait trompé même d'autres chevaux. Le grand rival de Zeuxis, ou Zeuxis, qui s'appelait Parasius, ou Parasius, avait remporté un jour le premier prix d'un concours de peinture en dessinant un rideau que Zeuxis lui-même avait essayé de tirer. Donc ça, c'est l'histoire ou l'anecdote dans cette gravure du XVIIe siècle de Joachim von Sandrart. Vous voyez, il y avait une compétition et vous voyez, côté droit, les produits, l'entrée de Zeuxis, donc les raisins et les oiseaux qui cherchent à picorer les raisins. Zeuxis était content, ça prouve que ma peinture était bien faite. Et toi, Parasius, qu'est-ce que tu as fait? Et vous voyez, côté gauche, dit, ah, viens ici, regardez, c'est derrière les rideaux. Et Zeuxis cherche à tirer les rideaux, mais les rideaux étaient peints. Et donc, vous voyez le syllogisme, autre grande spécialité grecque. Donc, l'argument de Zeuxis, moi, j'ai trompé les oiseaux. Toi, Parasius, t'as trompé moi. Moi, je suis plus intelligent que les oiseaux,
et donc, non, les oiseaux sont plus... enfin, ça prouve que... Comment ça marche? Donc, syllogisme... Puisque moi, je suis plus intelligent que les oiseaux, puisque toi, tu as trompé moi j'ai trompé les oiseaux, Parasius, tu es meilleur peintre que moi. Ça, c'était l'histoire. Donc, dans cette occasion, Parasius a gagné le premier prix et Zeuxis a gagné le deuxième prix. Une étape supplémentaire dans la théorie classique de l'imitation se produit lorsque l'artiste n'imite pas un seul modèle, mais s'inspire de plusieurs modèles en même temps. Ce mode d'imitation plus sophistiqué a également été illustré par une anecdote où le même Zeuxis a été chargé de peindre l'image d'une très belle déesse ou demi-déesse, s'agissant dans la plupart des versions de l'histoire d'Hélène de Troie. Mi-déesse, mi-pas déesse. Et dans ce cas, il a choisi comme modèle non pas une seule femme, mais 5. Et il a fusionné, d'une manière ou d'une autre, des caractéristiques provenant de chacune des 5 modèles dans la peinture d'une seule femme d'une beauté littéralement surnaturelle, car elle n'existait pas dans la nature. Vous voyez dans les mêmes gravures de Joachim von Sandrart, Zeuxis qui regarde 5 modèles pour faire une seule peinture. Mais on ne sait pas quel modèle il regarde à chaque moment, et donc on ne peut pas dire quelle composante de chaque modèle a été fusionnée dans la seule peinture qui en résulte. Donc, cette histoire était un grand classique, excusez-moi le mot, à la Renaissance. Beaucoup l'ont représenté. Ça, c'est Vasari dans sa propre maison, près de Santa Croce à Florence. Et après, l'histoire était très populaire à l'époque victorienne, avec des renderings qui aujourd'hui nous rendent un tout petit peu inconfortables, ou qui nous gênent un petit peu, parce qu'il y a toujours un peintre, un homme très bien habillé, qui regarde 5 femmes nues. Mais voilà quelqu'un qui, déjà au XVIIIe siècle, avait compris qu'il y avait quelque chose dans cette histoire qui n'allait pas trop bien. Donc, Angelika Kaufmann, c'était 1718. Donc, vous voyez que dans ce cas, Zeuxis, il y a seulement 4 modèles. Car le modèle numéro 5, à la droite, c'est Angelika Kaufmann elle-même, qui n'est pas nue, elle est parfaitement habillée, elle est en train de voler les pinceaux du peintre, car elle veut être peintre et non pas modèle. Donc, ça, déjà, on avait remarqué en 1778 que l'histoire devait se corriger un tout petit peu. Mais revenons au contenu épistémique de l'histoire. Les gens qui regardaient les tableaux finis disaient « Il y a quelque chose d'indéfinissable dans ces portraits qui me rappelle les 5 modèles. Mais je ne peux pas dire ce qui précisément vient d'une fille ou d'une autre. Est-ce les modèles, les yeux du modèle 1 ou les nez du modèle 2 ou la bouche du modèle 3? En fait, c'est un certain quelque chose, un je ne sais quoi, qui vient assurément de l'une ou de l'autre, mais personne ne peut en dire davantage. Ceci, selon la théorie classique, est ce que font les artistes créateurs, ou créatifs, plutôt créateurs. Les artistes créateurs absorbent, transforment, transfigurent de nombreuses sources et font quelque chose de nouveau où le nouveau tout est meilleur que n'importe laquelle des parties originales. C'est ce que les anciens appelaient l'imitation créatrice. L'imitation qui crée quelque chose de nouveau est en même temps une création qui imite quelque chose d'ancien, une création qui imite et transforme et transfigure de nombreux modèles venant de sources différentes. Ces principes classiques ont acquis une nouvelle urgence pendant la Renaissance, toute une civilisation qui visait à une imitation intelligente ou créatrice du passé classique. Aussi étrange que cela puisse nous paraître aujourd'hui,
au début de ce que nous appelons aujourd'hui encore l'âge moderne, un humaniste était un érudit spécialisé dans l'imitation du latin de Cicéron, c'est-à-dire dans l'imitation de la manière d'écrire d'un auteur mort depuis 15 siècles, écrivant dans une langue que personne ne parlait plus. De même, les architectes de la Renaissance concevaient des bâtiments qui devaient paraître anciens, et leur aspect ancien était obtenu grâce à l'imitation créatrice des bâtiments classiques ou de ceux qu'il en restait. Et c'est là que les artistes de la Renaissance ont été de facto obligés d'inventer un nouveau mode, une nouvelle pratique de l'imitation, imitation 2.0, comme nous aurions dit il y a une dizaine d'années. Les artistes de la Renaissance ont appris à imiter la forme d'un modèle artistique, mais seulement sa forme, sans son contenu. Par exemple, ils ont commencé à imiter l'écriture de Cicéron tout en exprimant de nouvelles idées qui n'existaient pas à l'époque de Cicéron, des idées chrétiennes, par exemple. Et les architectes imitaient l'architecture classique tout en concevant des types de bâtiments qui n'existaient pas et qui n'auraient pas pu exister à l'époque classique, des églises chrétiennes, par exemple. Nous tous connaissons ce qu'Alberti a dû faire lorsqu'il a dû inventer un temple, une église à l'ancienne, ce qui est un oxymore, puisque à l'époque classique, il n'y avait pas d'église, et donc il a fait, comme on l'a étudié à l'école, un collage d'un temple grec, d'un arc de triomphe romain, et si vous entrez, il y a même les plans d'un temple étrusque. Ce qui, même à l'époque, certains des contemporains d'Alberti ont trouvé un tout petit peu étrange. Ces nouveaux modes d'imitation des formes sont les contenus, d'abord par inadvertance, et puis plus explicitement, est devenu les transferts des formes à travers des contenus différents. Les artistes, les érudits de la Renaissance n'ont pas conceptualisé cette opération jusqu'à ce que Vasari invente un terme pour évoquer cette quintessence ineffable, infusée dans des œuvres d'art très différentes. Cet esprit commun à plusieurs œuvres pouvant être transférés entre elles. Il appelait ça la manière. La manière. La manière est un certain quelque chose que certaines œuvres d'art ont en commun. C'est une sensation, un flair, une aura générique, diffuse, mais indéfinissable. Au XVIIIe siècle, le terme goût, taste, était souvent utilisé avec des significations similaires. Et à partir du XIXe siècle, le terme style a pris le relais et a remplacé tous les autres. Alors voilà, à partir du XIXe siècle, dans l'art européen, le style est le terme utilisé pour définir un look, une aura, un certain quelque chose d'indéfinissable que différentes œuvres d'art ont en commun. Necio quid occultum, comme le disait Pétrarque en 1365, suivant Pline. En ce sens, avec ces significations, l'imitation et le style étaient au XIXe siècle la clé de voûte de la formation académique dans les arts. C'est ce que les artistes apprenaient quand ils allaient à l'école. C'est ce dans quoi ils se spécialisaient. Imitation et style. Imitation des œuvres des maîtres. Maîtrise du style d'une époque ou d'un lieu. Au XIXe siècle, d'un peuple, d'une nation ou d'une race. C'est le cœur de la tradition classique dans les arts visuels, y compris dans les arts du design. C'est le fondement de l'histoire de l'art moderne. Imitation et style. En architecture, en commençant par Heinrich Hübsch, dans quel style nous devons construire, puis continuons avec Gottfried Semper, der Stil, le style dans les arts techniques et tectoniques, et Alois Riegel, question de style, et au-delà. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est ce que le modernisme a éliminé
des arts et du design du XXe siècle. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les artistes modernistes se sentaient opposés aux idées d'imitation et de style qui avaient dominé la théorie de l'art européen pendant tout le XIXe siècle. Si la forme suit la fonction, l'imitation des formes traditionnelles, en l'absence de leur fonction d'origine, est une erreur inutile, ou pire, d'un point de vue moderniste, la bataille de style de l'époque victorienne était l'incarnation de tout ce qui avait mal tourné dans l'architecture depuis le début de la révolution industrielle. Pourtant, les pères fondateurs du modernisme architectural n'ont pas complètement rejeté la notion de style. Ils ont même inventé un style international. Une croisade totale contre le style semble avoir été un projet idéologique des zélotes modernistes tardifs, culminant dans les années 70 et 80. C'est à ces moments que toute imitation a commencé à être considérée comme une copie identique, donc du plagiat, du vol, un crime. C'est à ce moment-là que la théorie de l'art et la critique littéraire ont dû introduire une panoplie de synonymes, périphrases, euphémismes, pour désigner les champs notionnels désormais imprononçables de l'imitation. On a commencé de parler à la place d'inspiration, influence, comme dans ce best-seller de Harold Bloom, 1973, un livre entier consacré à la théorie de l'imitation, où le terme imitation n'est jamais mentionné une seule fois. Et puis, sensibilité, inclination, affinité, on y est tous passés lorsqu'on était étudiant. C'est ainsi qu'à la fin du XXe siècle, dans la théorie des arts visuels et de l'architecture, imitation et style sont devenus des mots interdits. Index. Par conséquent, les pratiques artistiques auxquelles ils se référaient ont tout simplement disparu, car il n'y avait plus aucun moyen de les mentionner, et encore moins d'en discuter. Il y a donc une certaine ironie dans l'effet que le dernier avatar des technologies électroniques d'aujourd'hui favorise un renouveau des tropes de la théorie de l'art que le modernisme du XXe siècle avait réussi à éliminer de la culture visuelle du monde machiniste. C'est pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui, non parce que j'étais formé comme classiciste, ce qui est plus ou moins le cas, mais parce que la technologie de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, notamment les réseaux antagonistes génératifs, Generative Adversarial Networks, ou GAN, et l'apprentissage automatique, Machine Learning en particulier, ramènent l'imitation et le style dans la pratique et dans la théorie des arts visuels. Comment diable cela est-il arrivé? Quand cela a-t-il commencé? Cela nécessite une petite digression technique, alors soyez patient pendant 5 minutes. La révolution de l'apprentissage du machine learning a atteint les arts visuels au milieu des années 2010, lorsqu'un nouveau mode d'intelligence artificielle appelé GAN, réseau antagoniste génératif, s'est avéré particulièrement adapté à la manipulation d'images. Et par ailleurs, lorsque Ian Goodfellow a inventé le GAN, il était étudiant doctorant à l'Université de Montréal, à Montréal. Poste qu'il a tout de suite quitté, bon, c'est une longue histoire. GAN art, ou l'art généré par l'intelligence artificielle, est désormais un élément reconnu de l'art numérique. Et ces stratégies de traitement d'images sont bien connues. Les artistes GAN doivent tout d'abord rassembler un corpus d'images apparentées qui sont pertinentes à leur projet. Ce corpus, ou dataset, est ensuite introduit dans les algorithmes d'apprentissage automatique qui découvrent les points communs entre ces images, ce que ces images ont en commun, donc les causes de leur ressemblance. Le résultat de ce processus inductif est une matrice mathématique que les informaticiens appellent un espace latent, un latent space,
qui correspond approximativement à ce que les philosophes appelleraient la définition, l'idée, la formule ou la quintessence de l'ensemble des données d'origine. Par exemple, si l'ensemble des données est composé d'images de chiens, not kidding, Stanford Dogs Dataset, créé par une université importante. Donc, l'espace latent correspondant à ce dataset est ce qu'un philosophe aristotélicien ou scolastique appellerait la définition d'un chien, expliquant avec des mots ce que est un chien. Ou un platonicien ou un néoplatonicien appellerait l'idée d'un chien, un chien idéal, montrant l'image d'un chien parfait, un super chien. Cette définition, qui aujourd'hui n'est ni verbale ni visuelle, mais mathématique, vectorielle, peut à son tour être appliquée à des tâches différentes. Premièrement, analytique, montrer au système une nouvelle image et demander « est-ce un chien ?» Deuxième démarche, générative, demander au système de produire des images réalistes de chiens qui n'existaient pas, donc de faux chiens. Ce sont des faux chiens, ces chiens n'existaient pas. Ou combinatoire, demander au système de fusionner deux ou plusieurs ensembles de données dans des proportions données, produisant par exemple des images de quadrupèdes canins qui ressemblent en pourcentage différent à un chien et à un coyote. Donc, dans ce cas, l'image à gauche est 80% chien et 20% coyote. Puis, on glisse le curseur et ça devient de plus en plus coyotesque jusqu'à l'image à la droite qui est presque entièrement coyote, mais avec un faible pourcentage résiduel d'origine canine. Les raz-de-marée de l'intelligence artificielle générative qui a balayé la planète depuis le printemps 2022 a emporté quelques innovations techniques importantes, notamment parce que les Large Language Models universels génériques ont remplacé les datasets faits sur mesure, mais sans modifier de manière significative ce cadre conceptuel. Les outils multimodaux grand public tels que Midjourney ou DALL-E semblent créer des images à partir d'invites ou prompts à l'écran verbal comme par magie. Et ces exploits presque surnaturels ont évidemment choqué le monde du design, suscitant, comme on pouvait s'y attendre, la dernière résurgence de la diatribe éternelle du conflit entre l'homme et la machine. Ces préoccupations, pour ainsi dire épistémologiques, ont caché à la vue certaines conséquences très pratiques de l'essor des images générées par l'intelligence artificielle, qui se font déjà sentir dans les professions du design, dans le monde universitaire. L'intelligence artificielle générative nous habitue à la façon dont l'intelligence artificielle d'aujourd'hui crée elle-même des images et nous incite à traiter les images de la même façon. Et comment l'intelligence artificielle crée-t-elle des images? Eh bien, voici les points. La création d'images basées sur l'intelligence artificielle est à la base un double exercice de similarité. La première partie du processus GAN est analytique. Il s'agit de détecter des similarités dans l'image mentionnée. Qu'est-ce que toutes ces images soigneusement sélectionnées des chiens ont en commun? Quelles caractéristiques visuelles font qu'un chien est un chien? Ce processus inductif créera l'image d'un chien archétypique, peu importe comment les informaticiens l'appellent. La deuxième partie du processus est générative. Combien de variations pouvons-nous introduire dans l'image de ce chien idéal, afin qu'il soit différent de son archétype, tout en restant reconnaissable comme un chien, dans la mesure où il est toujours similaire à tous les chiens introduits dans le système. La deuxième partie du processus, la partie générative, est ce que nous devrions littéralement appeler l'imitation. En fait,
Elle fut souvent appelée ainsi dans le passé. Le système imite ici son propre chien archétypique, en créant autant de faux chiens que nécessaire. Ça, c'était un concours avec un prix pour les faux chiens qui semblaient plus beaux. Les informaticiens ont commencé à parler de style GANs, ou de GAN, de transfert de style, dans la production d'images vers 2016. Le terme est resté. Il est maintenant intégré dans certaines des applications GAN de texte à images les plus populaires. Par exemple, Deep Dream, qui était un ancien logiciel historique de Google d'il y a 5 ou 6 ans. Vous voyez comment ça marchait. Vous choisissez une image de base, ça c'est votre choix, puis vous choisissez un style et vous combinez 1 plus 2, vous transformez l'image que vous avez choisie dans un style de votre choix. Exemple, puisqu'on a toujours parlé de chiens, ici on parle de chats, ce n'est pas un faux chat, c'est un vrai chat. Il s'appelle Robin, c'est son vrai chat. Donc vous choisissez un chat, puis vous choisissez un style. Pour faire court, on a choisi un style qui s'appelait les styles, des styles. Donc les chats plus des styles, ça donne Robin comme Piet Mondrian l'aurait vu vers 1925. La résurrection technique du terme imitation est plus récente. Pourtant, indépendamment de la terminologie, l'imitation visuelle est ce que font les technologies de création d'images basées sur l'intelligence artificielle. Et ce que nous faisons, nous aussi, lorsque nous les utilisions. Voilà un exemple qui aurait très déplu à Bob Venturi. Compte tenu de la longue tradition de l'imitation créative dans l'histoire et dans la théorie de l'art occidental, il n'est pas surprenant que des informaticiens essayent de reproduire par des moyens mathématiques certaines opérations de l'esprit humain. Et essayant de faire ça, aient ressenti à un moment donné le besoin de faire appel, de ressusciter, de raviver ces 2 termes anciens. C'est que ces 2 termes, ce que les informaticiens ne savaient probablement pas, c'est que ces 2 termes étaient tombés en désuétude pendant la majeure partie du XXe siècle et que les artistes et les critiques d'art modernistes formés dans la seconde moitié du siècle dernier en particulier et jusqu'à ce jour, les ont soigneusement évités, ou ils ont activement essayé de les éliminer. Alors voilà, l'intelligence artificielle ramène à la pratique artistique, sinon encore à la théorie de l'art, des notions d'imitation et style que l'idéologie moderniste avait bannies de la théorie et de la pratique des arts visuels pendant la majeure partie du XXe siècle et presque jusqu'à aujourd'hui. L'imitation et le style que l'idéologie moderniste avait chassé de la théorie de l'art par la porte reviennent à la pratique artistique par la fenêtre, mais par la fenêtre de la technologie. Parce que, voici le point, que nous le voulions ou non, l'intelligence artificielle générative est une machine qui automatise l'imitation. Mais ce faisant, elle nous rappelle la nature de l'imitation créatrice. Elle nous rappelle ce que l'imitation a toujours été. L'imitation n'est pas une copie, c'est une inspiration. Ce n'est pas une reproduction identique, c'est une assimilation, une transfiguration. Considérée en ces termes, l'imitation est une composante indispensable de toute expression créative. Il n'y a pas de création sans imitation. Tout ce que nous dessinons est inspiré par quelque chose que nous avons vu. Tout ce que nous écrivons est inspiré par quelque chose que nous avons lu. Tout ce que nous disons ou chantons est inspiré par quelque chose que nous avons entendu. Chaque mot que nous utilisons signifie quelque chose parce qu'il a déjà été utilisé.
ni il dictum quim prius dictum, une citation de Léon Baptiste Alberti que François Chouet aimait répéter. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain, et c'est ainsi que l'intelligence artificielle générative semble fonctionner aussi. Plus important encore, l'intelligence artificielle générative, qui est une machine, nous rappelle curieusement la fonction culturelle du précédent dans toute communication humaine. Lorsque nous utilisons l'intelligence artificielle, toute création est une transfiguration d'un précédent de choix, que les informaticiens appellent un ensemble de données. Tout commence avec cet ensemble de données. Il n'y a pas de génération sans dataset, sans un ensemble de données de départ, d'où tout découle. Mais indépendamment de l'informatique, de nombreuses théories à partir de l'Antiquité classique ont également soutenu, de la même manière, qu'il n'y a pas d'invention sans convention, pas de créativité sans code, pas d'expression individuelle sans langage. Il semblerait donc que pour l'intelligence artificielle et pour l'intelligence humaine, la première étape de tout processus créatif réside dans la conscience, la reconnaissance, l'élection, la sélection de notre précédent de référence et de notre référence au précédent. Précédent est cette tradition, ce langage, ce système dans lequel nous nous inscrivons et qui donne un sens à notre voix. Car ce que l'intelligence artificielle générative nous enseigne, ce dont nous devons nous souvenir lorsque nous l'utilisons et même lorsque nous ne l'utilisons pas. Il n'y a pas de création sans précédent. Chaque précédent est un ensemble de données. Chaque ensemble de données est le résultat d'une sélection basée sur une préférence. Notre préférence ou celle de quelqu'un d'autre. Même lorsque dans le cas des large language models d'aujourd'hui, cette sélection reflète les choix et les biais d'une entreprise, d'une communauté, d'un peuple ou d'une nation. Et nous savons trop bien de nos jours que la préférence peut conduire à des préjugés ou à en dépendre. Au début de chaque processus créatif, organique ou machinique, quelqu'un doit avoir décidé d'inclure quelque chose, donc d'exclure quelqu'un. C'est aussi simple que ça. C'est l'enseignement de l'intelligence artificielle générative. Lorsqu'on utilise Generative AI, nous ne pouvons rien créer s'il n'y a pas, au départ, un corpus de modèles. Ce qui veut dire nous ne pouvons pas échapper au précédent. Ce qui veut dire, en clair et en résumé, nous ne pouvons pas nous dérober à l'histoire. Sinon, la machine ne marche pas et nous non plus. Merci. Bravo.